Ok, donc merci déjà d'être venu. Donc l'idée de cet atelier et du suivant, c'est de vous expliquer en fait comment utiliser le manuel Moi Jeu Communication A2, qui est un manuel nouveau. Hein, c'est sa première année d'existence. Je pense que beaucoup d'entre vous l'utilisent. Il y en a peut-être qui vont l'utiliser pour la première fois aussi à partir d'avril. C'est un jeune manuel qui a un peu les défauts de sa jeunesse, notamment sur son mode d'emploi qui est un peu particulier et qui est un peu lié à la genèse en fait de ce manuel, puisqu'il fait suite au manuel Moi-je Communication A1, qui a connu une refonte l'année dernière, mais qui repose sur des principes qui ont été développés sur de longues, longues années, avec différents manuels et différentes itérations, qui est une méthode que je pense beaucoup d'entre vous connaissent et qui est basée sur ce qu'on appelait la méthode immédiate, qui consiste en fait avec les étudiants de première année de leur donner des modèles de dialogue qu'ils peuvent adapter à leur vie quotidienne. Et donc le manuel Moi-je Communication A2 présente un saut assez important par rapport à cette méthode, puisqu'il ne va plus proposer des modèles à suivre aux étudiants, mais il va au contraire leur laisser une très grande liberté dans l'exercice des activités. Et ce dont je veux parler aujourd'hui de façon assez spécifique, c'est quel type d'activité vous allez rencontrer dans le manuel, quelles sont leurs caractéristiques et comment moi je les mène dans ma classe, pas pour, bien entendu, vous imposer une façon de les faire, mais plutôt pour que vous ayez une idée de la façon dont le manuel a été pensé par rapport à ma propre pratique de cours et que vous puissiez ensuite l'adapter à vos pratiques et puis à vos propres expériences et votre contexte pédagogique, puisque une des caractéristiques des classes de deuxième année, et c'est à ces classes-là que s'adresse avant tout le manuel, c'est qu'elles sont très disparates selon les universités, selon les facultés, etc., etc. Je vous propose de commencer avec un petit... hop là, je vais vous... Est-ce que tout le monde voit Ouais. bon, en commun? Donc, oula. Voilà, le centre de mon intervention va concerner donc les activités qu'on trouve dans le manuel et que j'appelle les activités créatives. Alors, qu'est-ce que j'appelle une activité créative? Donc, bon, je vous mets une petite définition de mon cru. L'idée, c'est qu'une activité créative, c'est quand vous demandez aux étudiants de faire un énoncé de plus de 3 phrases sans modèle, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Alors pourquoi il y a besoin de définir comme ça une activité créative? C'est justement par rapport à MC1, c'est-à-dire le type d'activité que vous trouvez dans MC1 ne sont pas des activités créatives, et à raison, hein, puisqu'en première année, c'est trop tôt ce type d'activité. Dans MC1, on va demander aux étudiants, à partir d'un modèle, de modifier des éléments en réalité du modèle pour pouvoir s'exprimer, même s'ils ont peu de vocabulaire. Donc c'est une méthode qui fonctionne très bien en première année. Mais en deuxième année, on avait dans l'idée, au moment du manuel, que les étudiants avaient besoin un peu d'autre chose. Ils avaient besoin de pouvoir s'exprimer. Mais le problème, bien sûr, c'est qu'ils ont des difficultés encore à le faire, puisque leur niveau de vocabulaire et grammatical en début de deuxième année reste encore très limité. Et donc, on va leur proposer des activités créatives qui vont les pousser et les aider à progresser dans leur expression à l'écrit et à l'oral. Et ces activités demandent un type d'enseignement qui est un peu particulier et ça va être l'essentiel de mon intervention aujourd'hui et de l'activité qu'on va faire ensemble après par groupe. Donc, dans le manuel, hop, vous trouvez alors un certain nombre d'activités que j'ai essayé un peu de classer rapidement, mais bon, pour ceux qui connaissent, vous avez d'abord les activités conversationnelles. Donc, c'est des activités où on va demander aux étudiants d'avoir une conversation par groupe sur des thèmes. Donc, même si dans le manuel, on leur demande de préparer ces conversations en écrivant, en préparant leurs réponses,
Pour moi, ça reste une activité créative parce qu'on leur demande d'improviser à partir de leurs réponses. Et donc, il n'y a pas à proprement parler de modèle et ils ont une grande liberté dans leur expression orale. Vous avez les activités de description, qui est une des particularités du manuel. Donc, on va demander aux étudiants de décrire des mots, des objets, des dessins. Euh, c'est une activité qui prend parfois la forme. Par exemple, ici, vous avez des petits personnages qu'il faut décrire. Donc, dans ce cas, enfin, tous les étudiants voient le même dessin et doivent essayer de le décrire. Mais une autre particularité du manuel, c'est qu'un certain nombre de ces activités de description se font avec un différentiel d'information. C'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants, par exemple, une activité de description de tableau où un étudiant va avoir accès à un tableau, il va voir le tableau, il doit le décrire à des étudiants qui ne le voient pas, ou donc une activité où un étudiant doit décrire sa chambre à un étudiant qui doit la dessiner. Donc on est toujours dans des activités de description, mais cette fois il y a un différentiel d'information qui oblige les deux étudiants à être attentifs à la façon dont ils s'expriment. Un autre type d'activité que vous trouverez, ce sont donc les activités rédactionnelles, qui sont des activités de résumé ou donner son avis. Là également, on parle d'activités avec une grande liberté, hein. Ici, j'ai donné quelques exemples. Un exercice, par exemple, on doit présenter Hayao Miyazaki, essayer d'expliquer pourquoi les Japonais l'apprécient. Donc là, on est toujours dans une activité créative. Il n'y a pas strictement de modèle et ils ont une grande liberté dans la rédaction de ce qu'ils font. Et on a également des activités d'exposés, où ils doivent préparer des exposés par groupe et les faire en classe. Et pour finir, des activités d'écriture d'invention, où ils doivent inventer un petit texte. Donc, je vous ai fait un petit panorama. En fait, il y a encore d'autres types d'activités, mais disons le gros des activités qui se trouvent dans le manuel peuvent être rangées ainsi. Et c'est des activités que vous avez probablement fait en fait dans des classes, hein. Le manuel n'a pas prétention à réinventer l'eau tiède, hein. Simplement, une des caractéristiques, c'est que chaque leçon est tournée autour d'au moins une grande activité créative. Et en réalité, généralement, c'est deux, voire trois. Et les leçons sont construites autour de ces activités. Donc, pour vous expliquer un peu concrètement comment je travaille en fait avec ces activités, je vais prendre un exemple qui est une activité que vous trouverez dans la leçon 8. C'est l'activité qui est hop là, ici. Donc, Cendrillon a maintenant 30 ans, elle a de nombreux enfants avec le prince charmant. Expliquer pourquoi sa chaussure de verre est importante pour elle. Donc, les étudiants doivent rédiger un texte à l'écrit dans lequel ils doivent prendre la place de Cendrillon et essayer d'expliquer, donc de se mettre à sa place. Donc voilà, elle a grandi, elle a vieilli même d'ailleurs, elle a eu des enfants et elle voit sa chaussure de verre et elle explique pourquoi cette chaussure est importante pour elle. Donc c'est une leçon qui est dans la logique de la leçon 8, puisque le thème de la leçon 8, qui est une leçon de conversation, c'est que les étudiants doivent présenter des objets auxquels ils tiennent. Donc l'idée de cette activité, c'est de les préparer à cette conversation sur les objets qui sont importants pour eux, en se mettant à la place de Cendrillon. Et c'est une activité qui va leur permettre voilà, de préparer correctement cette activité. Et on voit tout de suite un peu les avantages et les désavantages de ce type d'activité. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en parler aujourd'hui tous ensemble. Bon, les avantages, très, très rapidement, hein, c'est une approche globale de la langue, c'est-à-dire que l'approche de l'activité créative, c'est qu'ils mobilisent à la fois le vocabulaire, la grammaire qu'ils connaissent, et on ne fragmente pas en fait les différentes connaissances qu'ils doivent utiliser, par exemple sur un point grammatical particulier. Ils doivent faire produire des énoncés longs.
Et l'autre grand avantage pour moi, c'est que les activités sont ludiques, elles sont variées, il y a différentes choses, et je pense que ça rend le manuel très dynamique. Et les classes avec lesquelles moi je travaille, en tout cas, avec lesquelles j'utilise le manuel, sont extrêmement dynamiques. Et je sais que les étudiants, même si parfois c'est un peu difficile, ils sont très contents en fait de pouvoir avoir comme ça des activités qui changent tout le temps et qui les challenge un petit peu. Mais le problème, c'est que les activités peuvent être un peu brutales. J'ai choisi le mot ce matin, mais je pense il est juste. Et c'est vrai que les étudiants, notamment au début, sont un peu surpris. On leur demande des choses qui leur paraissent extrêmement compliquées pour eux, hein. Moi, ça m'arrive souvent sur mon premier, voire mon deuxième cours, que les étudiants me disent, mais monsieur, on ne peut pas le faire en fait. Et donc, il y a une façon de faire qui permet en réalité de faire ces activités. C'est ce que je vais vous expliquer dans un instant. Bien entendu, il y a le problème de la continuité avec MC1, donc notamment pour les étudiants qui ont utilisé Moi Jeu Communication A1, il faut les préparer au fait que MC2 va changer la façon d'enseigner. Et deux autres problèmes qui peuvent paraître annexes mais qui sont liés, c'est le problème de fixer les connaissances qui sont issues des productions, c'est-à-dire qu'un des intérêts des activités créatives, c'est que dans MC1, vous donnez un modèle avec voilà ce qu'il faut que vous appreniez et après vous faites avec ce que vous avez appris. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est produisez quelque chose et ensuite, on va retirer de ce que vous avez produit du vocabulaire, de la grammaire qu'il va falloir retenir pour progresser petit à petit. Donc, on est presque dans un enseignement inversé euh, dans les activités créatives. Et le dernier point, c'est qu'il y a beaucoup de productions qui vont être incorrectes à l'écrit et à l'oral et qui peuvent être difficiles à corriger. Donc tous ces problèmes, comment moi je les résous? Donc je reviens donc à mon exemple de Cendrillon, hein. Donc sur cet exercice qui peut paraître extrêmement difficile, hein, c'est à la huitième leçon du manuel, donc c'est relativement tôt. Ça demande d'utiliser du passé. C'est une leçon qui est assez complexe. Alors la première chose très importante, c'est que ces activités, pour pouvoir être menées, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'activités individuelles. Il s'agit de faire ces activités par groupe. L'idée centrale du manuel, c'est que quand les étudiants sont par groupe, ils vont pouvoir mobiliser ensemble leurs connaissances pour produire quelque chose de commun. Et donc, l'autre point très important qui vient tout de suite avec le fait de faire des groupes, c'est que chaque groupe a sa propre production. C'est-à-dire qu'un groupe produit un énoncé. Donc, quand je fais un groupe de quatre élèves, les quatre élèves vont écrire la même chose. Donc, par exemple, sur Cendrillon, ils doivent décider ensemble de ce qu'ils veulent écrire, se mettre d'accord, et ils écrivent quatre fois la même chose. C'est-à-dire sur chaque cahier, ils doivent écrire exactement la même chose. Parfois, dans les cours, au début, c'est pas très clair pour eux. Et quand j'en vois qu'ils sont à quatre à écrire de leur côté, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, ah, mais on pensait que c'était individuel. Je leur dis, non, 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 c'est pas du tout individuel. Vous devez écrire ensemble. Et c'est en travaillant ensemble qu'ils vont pouvoir mobiliser leurs connaissances et arriver à produire quelque chose qui est au-dessus en réalité de leur niveau. Un autre point qui est très important, qui peut paraître complètement superficielle, mais qui en réalité change complètement la dynamique des groupes, c'est que les groupes doivent être aléatoires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser les étudiants faire leur groupe, sinon vous allez retrouver avec un phénomène où les bons étudiants vont être assis à côté et vont travailler ensemble, les mauvais étudiants qui sont au fond vont travailler ensemble, et vous allez avoir des groupes où ça va bien marcher et des groupes où ça va mal marcher. Donc au début de chaque session, il faut faire des groupes qui soient aléatoires et qui changent chaque semaine. Et c'est un des points importants de la dynamique en fait de classe, c'est-à-dire que quand ils travaillent avec des gens qui ne connaissent pas très bien, et c'est le fait de changer régulièrement, ils vont être beaucoup plus attentifs et beaucoup plus investis. Même si l'exercice est difficile, ils ne vont pas vouloir être un poids pour le groupe. Ils vont faire des efforts. Et l'autre gros avantage donc, de cette production commune, c'est par rapport à la correction que je vous disais. Donc, il y a un gros problème. Si vous avez une classe importante, par exemple, vous avez 21 étudiants, ça fait beaucoup dans une classe de communication, eh ben, il faut les diviser en groupes. Et comme chaque groupe a qu'une seule production, la correction que vous allez faire devant la classe ne va concerner que la production de chaque groupe. Donc, par exemple, si j'ai 21 étudiants, je vais faire 6 groupes de 4. Il y aura quelques groupes de 3, bien sûr, mais je vais diviser en 6 groupes. J'ai 6 productions qu'on va corriger ensemble.
Donc concrètement, au début de l'activité, je les divise en groupes aléatoires et ensuite, je leur demande de travailler ensemble et je n'interviens pas. Je les laisse travailler complètement de façon autonome. Et à la fin, je demande à chaque groupe de dire à voix haute ce qu'ils ont produit et on va corriger ensemble. Et quand je dis corriger, c'est qu'on ne va pas tout corriger. Je vais choisir dans chaque production des choses intéressantes à corriger, soit du point de vue grammatical, soit du point de vue du vocabulaire. Donc, je vous ai fait un petit overview, si vous voulez, de la façon dont je travaillais avec ces activités. Et un des intérêts de travailler par activité, c'est que les étudiants sont actifs et qu'ils ne passent pas des heures et des heures à écouter le professeur. Donc, en fait, je vais me taire tout de suite. Et je vous propose de réfléchir par groupe. Donc, on va faire des groupes tous ensemble à comment vous menez. Alors, j'ai mis le conditionnel. Si vous avez déjà fait cette activité, vous pouvez bien sûr parler de votre expérience avec cette activité, mais comment vous mèneriez ou vous menez des activités créatives dans vos cours? Comment vous faites par rapport aussi à la spécificité, bien sûr, de votre contexte pédagogique, du nombre d'étudiants que vous avez, de vos propres habitudes. Et j'aimerais que par groupe, vous échangiez sur ce sujet. Je vais vous laisser 20 minutes. Je vais tout de suite arrêter le partage parce que sinon on ne va pas se voir. Voilà. Et je vais... est-ce que je peux faire des groupes? Salle de répartition. Ils ont changé la façon dont ça s'appelait. Donc là, on va faire très simplement. Donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Et 8, 9, 15. 11, 12, 13, 14. Sans moi, parce que moi, je ne veux pas aller dans les groupes. Je vous préviens, parce que c'est ma politique. Donc 14 divisé par 4, 4 fois 4, 16. Est-ce qu'on triche un petit peu? On va faire 3. On va en faire 3. Alors dans une classe, vraiment, 4, c'est le chiffre magique parce que plus, c'est difficile, notamment à cause des tables. Mais dans une classe Zoom, je pense que c'est moins un problème. Donc je vais faire 3 salles de discussion et je vais vous attribuer manuellement. Hop. Simon, tu peux repréciser ce que tu veux qu'on fasse en breakout room? Est-ce qu'on doit travailler sur l'activité que tu nous as montrée ou sur toutes les activités créatrices? De façon, là, disons que le Cendrillon, c'est un exemple pour que tout le monde voit concrètement, mais de façon générale, vos expériences avec les activités créatives, vous pouvez en parler. C'est libre. Comme les activités, il y a vraiment une liberté. J'aimerais que vous échangiez sur vos expériences autour de ces activités et de réfléchir comment vous feriez cette activité. Est-ce qu'il y a des différences avec la méthode que je vous ai proposée, etc. Donc, il y a vraiment une liberté là-dessus. Kevin, peut-être que vous avez... Alors, pour ma part, je fais des productions, je leur fais faire des productions écrites à Gakushuin, Mhm. mais toujours d'un point de vue personnel. Donc, je les fais jamais écrire en groupe. Ok. Et j'ai à Oyama un cours de conversation où on doit imaginer des dialogues en rapport au cours d'expression écrite. Donc, Mhm. c'est-à-dire que moi, je ne les fais pas écrire, c'est un collègue qui les fait écrire en groupe, donc à peu près de la même manière que Simon l'a décrite, mais après, nous, on travaille l'intonation, voilà, la lecture et la prononciation, etc. Donc, pour moi aussi, c'est vraiment ce serait une grande première de les faire écrire en groupe, voilà, de leur faire produire quelque chose. Et l'approche, comme l'a dit tout à l'heure l'approche de Simon m'a vraiment... euh, il y a quelque chose qui m'a titillé. Je me suis dit, c'est vraiment très intéressant comme ça de ne serait-ce que avoir la force de les faire changer de groupe à chaque fois. Mhm. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On me dit de le faire, hein. En plus, on me dit de le faire, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Et je pense que si je me porte sur cette méthode, c'est parce que j'ai envie de le faire comme Simon le conseille. Donc au Alors, final, pour être tout à fait honnête, au premier semestre de l'année qui s'achève, moi non plus, je ne suis pas adepte du groupe forcé. ouais, À titre personnel, quand j'étais étudiant, je n'aimais pas ça non plus. Oui, pareil, bah oui, pareil. Les je suis pas étudiants très fan non faire. plus. Mais j'ai constaté une différence. Au second semestre, j'ai créé des groupes automatiques à chaque semaine.
Et j'ai constaté une différence dans l'implication des étudiants chaque semaine. Oui, ça Réellement. doit être Réellement. Ce qui, stimulation, je pense. ce Oui. qui était facile pour moi à l'université en cours d'oral, c'est-à-dire qu'à Aoyama, chaque bureau est muni d'un ordinateur portable avec un casque, un micro. Et Ah, donc, quand c'est de l'oral, je peux moi-même tout de suite dispatcher puis créer des groupes aléatoires. Donc, mhm, c'est-à-dire que, hop, ils se retrouvent, même s'ils sont ailleurs à Mm. d'autres blocs de table, ils se retrouvent tout de suite connectés à d'autres personnes. Donc, mhm. c'était assez facile pour moi parce que tout de suite, dès qu'on changeait d'activité, je pouvais faire une activité séparée, une activité ensemble. Là, ça demande quand même une certaine logistique. Et je pense qu'une fois que les groupes sont créés, ils sont créés pour Pour le le cours. cours. Ouais, c'est ça. Exactement. Mhm. C'est ça. Donc, Ça prend un peu de temps au tout début, surtout quand ils sont pas habitués. Mais une fois qu'ils ont pris le pli au bout de la troisième, quatrième semaine, vous dites, bon, bah, tel groupe, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Ils bougent les tables et c'est parti. et ce qui me séduit beaucoup aussi, c'est cette approche de correction de groupe, parce que quand ils sont 20, on n'a pas le temps voilà, de bien corriger. Je me rends compte parce que mes collègues qui s'occupent de l'expression écrite, chaque semaine, je check hein, pour voir. C'est pas pour critiquer mes collègues, c'est juste pour voir. Et je me rends compte qu'il y a toujours 5 ou 6 étudiants qui n'ont pas bénéficié d'une correction suffisante parce qu'ils ont pris trop de temps à écrire et ça a sonné. Mhm. C'est Et pour ça là, que je me dis que ça met je, tout le monde sur un pied d'égalité. je pense que Simon a insisté sur le fait qu'un groupe doit produire une seule chose, C'est ça? unique. Et dans la correction elle-même, je l'ai constaté moi-même, hein, on ne peut pas tout corriger. Mhm. À l'ITSMECAN, on a des classes un peu plus nombreuses, un peu plus Ah que oui, 21. ah oui. Donc, Euh, oui, pour ce niveau, vous avez eu des au, classes pro- importantes? au premier semestre, j'étais à 29. Oula, Ah oui, ah Et au moi oui. qui second semestre, un m'imaginais... peu moins. Un peu moins. Ah Mais au bon? premier semestre, oui. Bon, parce que moi, je croyais que j'allais avoir une classe d'à peine 10 étudiants, donc je me disais, Alors, ouais, bon, ça non, va le faire, mais non. Non, Ouais, non, il y non, a ils seront plus Juntendo, devant. on m'a proposé des classes de bon, 12 personnes aussi, donc je trouvais que c'était absolument idéal pour ce genre hum, d'activité. bien sûr. J'ai une question que je voudrais poser à Simon, Hum. mais je la pose à Clément. Allez-y, Est-ce allez-y, que si je peux répondre. les étudiants savent il leur reste des erreurs Ah oui. qui n'ont pas été Ah oui, corrigées dans Ah, leur production? il faut leur expliquer. Euh, je pense que Simon répondra mieux que moi derrière, mais je sais que la philosophie de Simon, sa philosophie, c'est euh, ce n'est pas grave s'il y a des erreurs dans la Mais production orale. d'accord. Du point de vue du professeur, ce n'est pas grave. Mais du point de vue des apprenants, est-ce que ce n'est pas gênant? Ce n'est Ça pas dépend. parfait. Et il ne faut pas mémoriser toute leur production, par exemple, parce qu'il peut y avoir des erreurs. Exactement. Le but, à terme dans le manuel, je parle sous le contrôle de Bruno, c'est que les étudiants se libèrent de la phrase toute faite, se libèrent de la peur de la faute et d'apprendre à essayer de parler sans d'accord. avoir cette injonction de la grammaire doit être parfaite, la prononciation pardon, doit être parfaite. À terme, au bout d'un premier semestre, les étudiants apprennent petit à petit à se libérer de ça. Alors c'est sûr qu'au début, la plupart des étudiants n'aiment pas ça. J'ai écrit une phrase, je veux savoir si elle est correcte ou Hum. non. Mm. Mais c'est un deal à poser entre le professeur et les étudiants. Mm. Bruno, je Ouais, pense ouais, que... D'accord, oui, c'est oui, exactement comme oui, ça que d'accord. j'ai compris aussi. Puis je pense que quand on est clair avec les étudiants, on leur parle clairement et franchement, enfin franchement, sans détour, hein, on peut leur dire, ben, il restera des erreurs, mais c'est pas grave parce que le but de la classe, c'est de vous entraîner à parler sans toujours vous corriger, etc. Donc on peut pas faire les deux choses en même temps. Donc là, on a choisi ça et puis c'est comme ça. Encore une fois, la correction qui arrive à la fin de la dizaine ou quinzaine de minutes que vous allez allouer aux étudiants est là pour mettre en face sur les choses les plus importantes. Là, vous avez fait un problème
de déterminants. Là, la proposition relative ne marche pas. Pourquoi elle ne marche pas? Ça. Mais les toutes petites erreurs qui, en tant en tant que natif, j'entends, passent, ou si vous considérez en tant que professeur que ce n'est pas le cœur de l'exercice, vous pouvez laisser passer. Je pense que vouloir tout corriger, j'ai eu cette tendance au début, vouloir tout corriger dans toutes les productions amène à un problème de temps. Oui. À mon avis, on n'a pas le temps de tout corriger en Mhm. profondeur. Et il y a des débats là-dessus à l'Institut, justement. C'est que quand on corrige tout, il y a certains de mes collègues qui considèrent que c'est parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on travaille. Bah ouais, c'est un Oui, point c'est Voilà, ça. de vue qui fait c'est ça. beaucoup de sens. Et donc, si on sait ce qu'on travaille, on sait ce qu'on doit corriger. Et donc, par exemple, si on travaille sur l'imparfait, il n'y aura que les imparfaits globalement qui seront corrigés parce que c'est le but de cette leçon. Mm. Et donc, moi aussi, j'ai du mal parfois avec ça parce qu'en tant qu'étudiant, j'aimais savoir. Oui, Mais oui. je pense que c'est des approches aussi Mm. qui ont du sens dans le fait que bah, il y a l'input et il y a l'output. Et s'il y a trop d'input, on sait que ce qu'il y a en output, c'est assez maigre. Et je pense que si la correction qu'on donne est assimilable, c'est vraiment le plus important. Parce que quand Ouais. on donne trop d'informations, au final, on l'aura tout corrigé, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Et ça, je m'en rends compte aussi. Exactement. Et un petit truc pour ajouter à ce que tu dis, c'est que je pense que dans les activités créatives comme ça, il n'y a pas forcément de un truc qu'on travaille. Enfin, parfois il y a plutôt quand même un truc qu'on travaille, comme si on fait un récit au passé, évidemment, on va travailler le passé quand même. Mais c'est très ouvert. On peut pas forcément dire choisir ses objectifs, etc. Mais il y a tout simplement ce que tu viens de dire exactement. C'est-à-dire que si on dit 10 choses, ben, c'est pas Voilà. assimilable par les étudiants. Et si on dit, ben, OK, on a 10 trucs qu'on a envie de dire, on en choisit 5 seulement, mais là, on prend notre temps, on le fait bien, et ils sont bien assimilés, ben, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller tout corriger dans une recherche de perfection Ah, qui, c'est ça. qu'on a tendance à poursuivre soi-même aussi en tant que prof. Donc, et Simon, dans son dernier atelier, il parlait de double deuil, c'était très intéressant comme concept. C'est-à-dire que les étudiants doivent faire le deuil de la perfection, et les profs aussi. Mhm. On a toujours tendance à vouloir être parfait, à vouloir faire les Faire, choses au faire bout, plus, et oui. en fait, c'est Mon, contre. mon, mon père m'a élevé avec cet adage. M'a répété, je pense, peut-être 1000 fois, le pire ennemi du bien, c'est le mieux. Ouais. Et il me répétait toujours ça. Et j'essaie toujours, en tant que prof, de m'appliquer cette doctrine, de me dire, n'en fais pas trop, c'est contre-productif. La seule chose qui peut-être me chagrine un peu dans ce manuel, par rapport à ce qui m'avait vraiment séduit dans la méthode A1, c'est que ici on est tout de suite sur de l'oral, c'est-à-dire que ça passe du cerveau à la bouche. Et il y en a un passage par l'écrit qui, pour moi, peut-être nuit à la construction orale de, Tu sais, de- avec, Mm. avec MC1, ça passait beaucoup par l'écrit, moi, enfin, en ce qui me Ah concerne. oui, Ah ouais, ouais. moi je Parce fais beaucoup tout de que- suite par l'oral. Bah oui, moi aussi, parce que j'avais des classes assez importantes et puis Ah, c'est la différence d'effectif la alors. partie orale, finalement, bon, bah, on faisait un peu des exercices au départ, puis après, c'est eux, entre eux, je les mettais en petits groupes. Donc, en fait, j'ai l'impression que je leur ai fait faire plus d'écrit que d'oral au bout du Ah compte, ouais. quoi. Si à Ouais, la fin, si elle débouche sur une ouais. oralisation, Mm. bah, moi je dis, il n'y a pas de problème, quoi. C'est juste une question d'approche. C'est-à-dire que il y a je, à Oyama aussi, souvent, les étudiants ont tout de suite tendance à écrire ce qu'ils veulent dire. Et souvent, j'ai l'impression que ça, c'est un peu un frein parfois, parce que justement, ils vont chercher quelque chose de trop parfait. Mhm. Alors que parfois, Trop juste compliqué, peut-être, ouais. le dire, c'est plus important. Et ça, j'essaie de me battre un peu là-dessus, parce que j'ai l'impression que déjà, dans la culture d'apprentissage, il y a ce besoin d'avoir un stylo dans les mains
au Japon. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je pense que c'est mieux pour eux, ça les rassure. Mais souvent, j'ai tendance à penser que quand on écrit avant de parler, on est plus dans l'expression orale que dans la conversation ou la communication. Si vous voulez, C'est... Kevin, je pense que le manuel s'utilise vraiment. Encore une fois, le manuel propose beaucoup de choses, mais ce n'est pas un canevas. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous dit écrivez qu'il faut absolument que les étudiants écrivent des choses. Je sais, j'ai un Ah, doute, je crois d'accord. que c'est la leçon 12 ou 13. C'est peut-être la... C'est justement pour ça que je me demande si moi, dans ma classe, j'essaierai pas de les faire oraliser avant d'écrire la Il y a quelques production. leçons, je crois que c'est à partir de la leçon 13 pour le deuxième semestre, où on invite les étudiants à prendre des notes à propos des choses dont ils veulent parler. D'accord, Vous voulez parler de ça, donc telle date, tel lieu, Mhm. etc. Et essayer de formuler quelque chose à partir des notes, des petites informations que vous avez accumulées, ok. sans écrire de phrases. Vous pouvez essayer ça rapidement aussi. Ouais, après, je ne dis pas que ce que je pense ou ce que j'essaierai de faire, ça marche, hein. Ah non, mais C'est c'est une pas la question. approche, Mais hein. c'est C'est pour pour ça. dire que effectivement, ça passe beaucoup par les activités passent beaucoup par l'écrit, mais derrière, il y a aussi beaucoup d'activités orales. Encore une D'accord. fois, l'activité que Simon nous a proposée, c'est une activité préparatoire Préparatoire. à l'activité derrière qui ne propose que de discuter. Tout à Non, fait. parce que je suis assez quand même, je sais pas pour vous, mais idée à parler de la méthode ANL, Mhm. j'ai quand même été pas mal lavé, repassé, essoré par l'ANL. Et donc, il y a une approche dans l'ANL qui me plaît, c'est vraiment de pas passer du tout par l'écrit avant d'oraliser les choses. Mais Mm, ça marche pas toujours. C'est pour pas ça que je toujours. dis que c'est ça, ça Il y dépend a une chose des qui est classes. importante aussi, hein, c'est que Simon recommande de ne pas utiliser le dictionnaire. Donc, si on dit Ah oui, on dit aux étudiants, vous avez, Ouais. vous passez par l'écrit, mais attention, Ici, par exemple, ah ça je savais pas, j'ai pas fait attention. vous dico n'utilisez interdit. que des mots que vous C'est écrit connaissez où, déjà. Clément? C'est un petit logo qui apparaît Ah ok, parfois. De temps en parfois. temps, oui. Ah Mhm. là, ça rend la chose Ça, c'est très fondamental intéressante. parce que ça veut dire que les étudiants collaborent pour Oui, utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent déjà déjà. Mhm. faire des phrases qui arrivent à dire D'accord, quelque chose, quoi. Mais on est très loin de la recherche de la perfection où on se dit, tiens, comment d'accord. tirer ça, je cherche dans le dico, j'essaie de faire c'est complètement une approche différente, quoi. Ça marche vraiment. Ils vont pas chercher à aller Bah, à chercher. partir Bah, du moment où, en tant que professeur, vous leur dites dictionnaire interdit, Ah, ça, c'est alors chouette, ça hein. les embête. Au début, ça les Ah oui, embête. j'imagine. Mais c'est là que le puisqu'ils groupe sont est par très quatre, important. Hmm. comme Bruno a dit, ils vont chercher que Ils c'était quoi mobilisent dans tel cours, le mot. savoir collectif. Voilà, c'est Euh, ça. Et donc, individuel, c'est pas possible. Même par pair, moi j'avais l'habitude de faire travailler les étudiants par pair avec MC1 en première année. Mais Simon, il dit C'est trop vraiment maigre. qu'à 4, c'est beaucoup mieux parce Ah que oui, justement, ils vont agglomérer leur maigre connaissance et arriver à produire un truc comme ça. Et à la fin, ils sont surpris. Ils se disent, oh bah dis donc, on est un peu nul, mais on a quand même réussi à On dire y est arrivé, un oui. truc comme ça, Mhm. quoi. Alors, Mhm. c'est plein d'imperfections, mais Mhm. c'est pas du tout la même chose que d'aller écrire un texte comme on a l'habitude, quoi, en fait. Ah. d'accord. Non, mais ça change la donne aussi, Mm. effectivement. Si ils n'ont pas de dictionnaire, c'est que c'est du savoir qui est tout de suite mobilisable. Et donc, ça se rapproche fortement de la communication directe. Et du coup, par Ah, derrière, ça les motive à retenir des mots utiles. Oui, Donc, on les met un peu dans une situation un peu difficile. Et ils se débrouillent quand même. Et puis après, ils comprennent que bah, il y a des mots plus utiles que d'autres et qu'ils ont vraiment intérêt à apprendre du vocabulaire parce que c'est leurs armes en fait qu'ils vont avoir pour la prochaine fois. Et vous, Yurika, vous vous en servez du manuel? Non, 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 j'ai ni utilisé le un et le 2 je vais l'utiliser comme Aurélie, donc à partir du mois d'avril. D'accord. C'est pour ça que c'est tout nouveau pour moi. Et puis j'aurais une question un petit peu peut-être stupide pour vous qui êtes habitués Non, non, il n'y a à pas de cette question. méthode. C'est Toutes les questions sont bonnes. quand vous dites que vous donnez, vous anticipez le vocabulaire pour la Mm. leçon suivante et que vous donnez à peu près 15 à 20 mots Mhm. ou avec des verbes, j'imagine. Mhm. euh,
que vous testez au début. Euh, le test, vous le faites comment? Vous donnez le mot en japonais, ils doivent mettre l'équivalent en français, ou bien vous faites sous forme de dictée ou Il y a plein de façons. En fait, j'aime bien varier en deuxième année. En première année, il y a les fiches qui sont toutes faites dans MC1. Donc, on les copie, on les distribue. C'est du japonais voilà, au français. Donc, c'est très systématique. En deuxième année, en fait, c'est intéressant de varier. Donc, oui, je fais des dictées des fois. Donc, je vais leur dicter 5 mots. Ils écrivent. D'autres choses, c'est... alors, des fois, vous pouvez leur faire une bonne surprise, ils sont contents, et vous leur dites, ben, écrivez 5 mots par cœur dont vous vous rappelez. Et puis, en général, ben, ils peuvent avoir 5 points s'ils n'ont pas fait trop de fautes d'orthographe et tout ça. Voilà. Après, il y a effectivement le japonais. Donc, moi, j'ai une TA dans mon cours. Donc, en fait, c'est elle. Je lui demande, je lui dis les mots en japonais, elle les écrit au tableau, parce qu'elle écrit bien les kanji et tout, alors que moi, voilà, donc j'ai des teacher assistants dans mon cours. Après, on peut aussi faire des photocopies aussi de la page de vocabulaire, et puis on peut effacer, voilà, des mots. Et puis, une dernière chose, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire leur dire les mots en français et ils doivent l'écrire en japonais. Vous pouvez faire une dictée inversée, en fait. En fait, le fait de varier comme ça, c'est intéressant de voir comment ils peuvent produire. Après, il y a autre chose qui est intéressant à faire dans la dictée, c'est pas de dire seulement un mot, mais de le mettre en contexte, c'est-à-dire de leur dicter une phrase avec le mot. Voilà. Si je peux intervenir, pour ceux qui utiliseront le manuel pour la première fois, donc j'insiste, c'est effectivement que je plus sois Bruno, euh, et les étudiants doivent absolument préparer le vocabulaire en avance. Donc je le dis au premier cours, vous êtes censé faire deux choses. Le lycée c'est fini si c'est la fac. Numéro un, faut réviser la leçon d'avant, Fukushu, mais Mm. numéro 2, faut également préparer la leçon d'après, Yoshu. Et ça, pour un étudiant, c'est pas très clair de préparer la leçon d'avant. Mais normalement, leçon numéro 2, je fais le contrôle, bête et méchant, le petit test. Je donne des zéros, des 1, des 2. L'étudiant comprend que bah, il n'y a pas de pitié avec Monsieur Lopez et il faut préparer. Et donc, mais j'insiste, le mot-clé, c'est Yoshu. Vous leur dites, il faut préparer les cours. Et ce que je fais, c'est un petit peu un mix des deux pour ma part. Je fais moitié version, moitié traduction. Donc je prends par exemple 4 mots, pas la peine que ce soit très grand, 4 mots en japonais qu'il faut m'écrire en français. C'est moins bien réussi, la faute d'orthographe est toujours là. Donc pour rééquilibrer les choses, améliorer les notes, de hausser les notes des étudiants, je fais également l'autre partie, je donne le mot en français et il faut me donner la traduction en japonais. Ça par contre, c'est beaucoup plus réussi. Et donc l'un dans l'autre, les étudiants ont une bonne moyenne, plutôt grâce à la partie japonaise que grâce à la partie française. Mais ça fait, bon, l'étudiant a une bonne note, il est content on peut créer une bonne ambiance. Euh, Enfin, ça c'est pour mon côté, ça m'a réussi. Donc, préparer le cours et tester régulièrement. Enfin, même tester chaque semaine. L'étudiant ne doit pas s'endormir. Un étudiant qui prépare pas son cours, c'est un étudiant malheureux. Il saura pas quoi faire pendant l'activité du cours et il passera un mauvais moment. Donc, Et on ça, est là. c'est comme, comme Bruno, c'est des tests sur 5 points ou un peu Euh, plus, ou ça alors, dépend. alors, ça dépend. Oui, j'aimerais dire ça dépend. En fait, oui, c'est pas très préparé, donc ça dépend de mon humeur du moment, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de l'importance du vocabulaire. Normalement, faut que tout soit fini, je dis en 5 minutes grand maximum. Donc, j'écris normalement 3 ou 4 mots en japonais qu'il faut me traduire en japonais et j'écris 3 ou 4 mots en japonais qu'il faut me traduire en français, et j'écris 3 ou 4 mots en français qu'il faut me traduire en français, qu'il faut me traduire en japonais. Voilà.
Si je prends par exemple la leçon numéro 6, l'étudiant normalement doit avoir préparé le vocabulaire. Donc Ouais, j'écris exactement la même chose que le manuel, soit exactement la version japonaise, soit exactement la version française. d'accord. Pas de surprise, pas d'improvisation, l'étudiant a préparé ou n'a pas préparé. Voilà. Mhm. Ah, et correction immédiate en classe, hein. Par contre, il faut absolument que Hmm, l'étudiant ait son retour immédiat. Mhm. d'accord, donc ici, change les feuilles, par exemple. Alors, dans ma classe, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais effectivement, puis bon, oui, non, ils peuvent s'échanger les feuilles, c'est ce qu'il y a de plus rapide. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Mhm. Ah, bah, merci pour ces conseils. Euh, et un autre truc qui marche très bien. En fait, Bruno, excuse-moi, c'est jusqu'à quand les sessions Oh, on a encore 5-6 minutes, je crois. 10 minutes. Ouais. Un truc qui marche super bien, que moi je connaissais pas du tout, c'était en fait changer de table à chaque fois. Ah, Donc, la répartition des étudiants, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les étudiants se mettent pas entre eux, c'est nous, enfin, moi en l'occurrence, qui dit aujourd'hui tu te mets avec telle ou telle personne. Mais pour ne pas être un grand dictateur, j'utilise des cartes, des simples cartes à jouer, pique, trèfle, cœur, carreau, 1, 2, 3, 4, 5. Et je donne à chaque étudiant, enfin, je demande à chaque étudiant de me choisir une carte en début de cours, et bien sûr une carte inconnue. Donc, par exemple, et je dis, bon, bah, aujourd'hui, les deux, vous vous mettez avec les deux, les quatre avec les quatre, par exemple. Mhm. Euh, Comme ça, l'étudiant voit que c'est le hasard, que c'est pas Monsieur Lopez qui a décidé. Donc, les voilà, cartes, ça a bien j'utilise marché pour moi. les cartes, enfin, j'ai fait Ah à oui, ma sauce les cartes de placement de Bruno Vagneur. Il y en a qui m'ont gentiment donné leurs photos. de Bruno Bagneux. Et donc, je place les cartes. Bah, quand il n'y a pas de photo, je peux pas, j'ai 100 étudiants à Kyoto, je ne peux pas m'en souvenir. Donc, c'est un petit peu bonheur, un petit bonheur à la fin. Mais oui, ça permet déjà qu'ils ne soient pas tout au fond de la grande salle. Mhm. Effectivement, chaque semaine, bah, ils changent pas. Ouais, ouais, non, c'est vraiment important ça. Les cartes de placement, les cartes à jouer pour Monsieur Lopez. Voilà, à vous de trouver votre moyen, mais Et oui, il ça, c'est faut vraiment bien. varier les groupes. Ça a changé ma vie de varier les groupes. Mhm. Je vois, moi, je travaille à l'Institut français, donc avec des adultes. Chaque semaine, ça fait des années que je les ai, certains, ils se mettent à côté de la même personne, Mhm. même table. C'est sûr. Un dernier petit truc, ça c'est par contre hors méthode immédiate, mais ça a bien marché pour moi, je ne sais pas pour vous, c'est quand les étudiants font leur euh, activité orale, en fait, je les filme avec un iPad. Mhm. Et pour ne pas que les étudiants s'endorment en les écoutant, du coup, je fais également une activité de compréhension orale. Par exemple, si c'est où est-ce que vous habitez, eh bien, les étudiants doivent me marquer groupe 1. Il habite à Kanagawa, il habite à Jochi, il habite à Tokyo, etc., etc. Bon, voilà. Et à la fin, lorsque j'ai corrigé les copies la semaine d'après, je montre donc la vidéo. Donc les étudiants se voient eux-mêmes en train de jouer la scène et je mets sur pause et je leur dis bah voilà, il habite à Kanagawa. Il y a des gens qui m'ont dit Kanazawa, bah non, faut mieux écouter. Ouais, Mhm. par exemple. Bah, ça c'était ma version personnelle, hein, mais parce qu'on n'est pas nombreux dans ma classe, on est quoi, 12, 14. Ah Donc oui, quand c'est je bien. fais en petit groupe, c'est assez vite fait. C'est tout. Les cartes de placement, le Yoshu, préparer la préparation des cours et pour ma part, la vidéo qui va bien. Si Garance, Madame Camélia, Monsieur Bruno, Mhm. si vous avez d'autres trucs, des conseils, je suis preneur. Ah, pour les grandes classes, Emmanuel, moi, c'est pas moi qui filme, c'est eux qui se filment eux-mêmes et Mhm. qui mettent sur Flip. Ça, j'en ai parlé déjà dans des ateliers. Donc, Et donc, Je l'utilise depuis. ah, bah, formidable. Et puis, du coup, avec Flip, ils peuvent aussi s'envoyer des petits commentaires. Et comme j'ai beaucoup d'étudiants, donc on peut pas tout visionner, donc je les laisse eux se visionner entre eux et puis de mettre des petites marques, quoi. Et ça marche bien.
Et en fait, ils sont curieux, ils vont regarder. Et plus ça va, plus ils apprennent à mettre des commentaires. Alors, ce que je fais en général, c'est que quand des étudiants ont mis des commentaires positifs, du genre, ah, c'est super, t'as bien parlé, ou un truc comme ça, là, je le montre à toute la classe. Je dis, vous avez vu, Yuliko, elle a écrit ça, c'est génial et tout. Puis du coup, petit à petit, de classe en classe, c'est pas à chaque classe qu'on fait des vidéos, mais d'activité en activité qui sont filmées, ils s'investissent de plus en plus. Donc, c'est en devoir, du coup, que les étudiants Alors, doivent se commenter. alors c'est en devoir parce qu'ils savent qu'au dernier cours, ils devront le faire en cours. Donc, ils Mhm. apprennent à le faire en devoir parce qu'en fait, ils seront notés. Moi, mon dernier cours, mon test final, c'est une vidéo qu'ils mettent sur Flip pendant le cours. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est mon tout dernier cours, hein. Mais donc, leur demander de faire ça en devoir et tout, ça les habitue à l'application. Ils apprennent à le faire, à travailler ensemble. Et donc, comme ça, le dernier jour, quand ils ont ce travail final à faire, bah, ils sont prêts, ils savent le faire, quoi. Oui, c'est pas toujours évident au lancement. Il y en a. Au début, non. Donc, Même si on explique bien, on a toujours quelques groupes qui est perdu dans le flip. voilà. Donc, en devoir, moi, j'ai vu que leur demander de faire ça en devoir, du coup, ils prennent le temps en dehors du cours et puis ils s'aident mutuellement. Donc, voilà, c'est comme ça que je fais. Je les filme pas en cours. Ok. Mais du coup, on a parlé beaucoup autour des activités créatives, mais toi, comment... du coup, il n'y a que Emmanuel et moi qui avons utilisé la méthode. Euh, mais je sais pas, ou vous qui ne l'avez pas utilisé encore, par exemple, l'activité créative qu'a montré Simon à propos d'une activité d'écriture par quatre. Pourquoi Cendrillon, pourquoi c'est un objet important pour elle? Je sais pas, est-ce que vous avez des idées de comment vous procéderiez dans votre propre cours? Ah, on n'a plus qu'une minute. Voilà, c'est cash. Ben, moi, généralement, quand je dois faire écrire quelque chose, je demande aux étudiants de venir tous au tableau. Enfin, c'est une classe de 15 personnes à peu près. Et ils D'accord. doivent écrire tout le vocabulaire qui leur vienne à l'esprit, qu'ils connaissent. Ah, pour Et cette activité. pour Ah oui. cette activité-là. Et comme ça, on met en commun le Ah oui, vocabulaire et ça c'est leur permet bien, de démarrer. Et sympa. généralement, je sépare les mots et les verbes, parce que les verbes, ça demande peut-être plus de travail, parce qu'il faut conjuguer. Il faut que je m'assure qu'ils savent bien conjuguer les verbes en question. Et je divise donc le tableau en deux, et Mhm. les étudiants se précipitent et chacun essaye d'écrire, ils se Ah, corrigent. Enfin, donc c'est assez sympa, c'est ce que je fais. ah, c'est chouette. Voilà. Euh, Oui, oui, j'étais en train de demander à Clément, euh, bon, enfin, moi, a priori, en examinant le manuel, j'ai jamais utilisé, mais je pense pas que je ferai toujours les leçons dans l'ordre, hein, et peut-être même certaines. De toute façon, je pense pas arriver jusqu'au bout, mais j'ai toujours du mal à finir les manuels. Mais je pense que c'est possible d'avoir une certaine liberté d'action. Et puis, chaque leçon aussi, ça me semble, enfin, certaines peut-être peuvent être faites en un cours, mais ça me paraît un peu présomptueux pour la plupart. d'accord, bah écoutez, ouais, donc, je vais. Bon, oui, enfin oui, oui et non. Je pense que les leçons sont. Il y a beaucoup de contenu. Notamment les sons de conversation. On a écrit un dialogue qui est un dialogue très écrit qui est censé être étudié après l'exercice de conversation. Si vous le faites dans votre classe, je pense que ça prend beaucoup de temps. Euh, Moi, j'arrive à faire toutes les leçons en fait en un cours, hein, mais c'est lié au fait que ça fait longtemps que je fais ces cours-là et que j'ai l'habitude et que je vais vite.
Mais je pense que sur une première année notamment, ça me paraît en effet très présomptueux de penser que vous allez tenir toutes les leçons en un cours. Et je Mm. pense pas que ce soit un problème, pour être honnête, en fait. Donc, Ouais, je ferais après, sur plutôt l'ordre, un cours et demi, peut-être, moi. Bon, ça me paraît ouais. tout à fait viable. Puis ça dépend du niveau, ça dépend Bien de sûr. ce qui vous intéresse. Moi, mon expérience, c'est que c'est important de laisser le temps aux activités créatives. Si vous les pressez, ben, c'est dommage, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'ils produisent des choses ensemble. Et ils ont besoin en fait de temps. Et voilà, donc si moi, par exemple, il y a des leçons où il y a deux activités. Si je vois qu'il y a une activité et qu'on prend du temps, mais que ça les intéresse et tout, bah, l'autre activité, je la fais pas ou je la ferai au cours d'après. En effet, moi, pour moi, c'est pas du tout un souci, hein. Est-ce que peut-être chaque groupe, si vous pouvez me faire un, je sais pas, peut-être en commençant par le groupe un, si vous avez, voilà, questions, mais aussi vos ressentis par rapport aux activités, ce genre d'activités, si vous en faites pas, comment vous les faites, etc. Je crois que le groupe 1, c'était nous. Euh, je crois on avait dit qu'il valait mieux que ce ne soit pas le modérateur qui prenne la parole. Moi, j'ai déjà utilisé ce manuel pendant un an, donc je sais comment je l'ai fait. Je fais les activités, j'essaie de toutes les faire. Mais comme tu l'as dit, comme l'a dit Simon, c'est quand on voit qu'une activité marche bien et que les étudiants ont envie de continuer dessus, ça sert à rien de dire non, non, il faut absolument faire l'activité suivante. On peut revenir dessus la semaine suivante ou ne pas la faire du tout si on considère que le cœur de la leçon a été vu dans l'activité. Dans notre groupe, on a Il y avait surtout Kevin. discuté du manuel et de comment est-ce on l'utiliserait. Euh, J'étais le seul à l'avoir utilisé dans notre groupe. Je sais pas, Kevin ou Monsieur Konishi ou Brigitte, hein, bien sûr. Si Kevin, vous avez. est-ce que tu pourrais parler de ton hésitation là? Ça te paraissait le fait de passer par l'écrit te paraissait pousser un peu vers la perfection, Bah justement, qui est le oui, c'est contraire, ça. etc. Et c'était intéressant ce que tu. Je me demandais si, en tout cas pour ma part, je l'ai jamais fait. Et à Aoyama, j'ai un cours d'expression orale qui est basé sur le cours d'expression écrite que fait un collègue 2, 3 jours avant. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle pas conversation et expression orale, parce que c'est l'oralisation de l'écrit. Mais je me rends compte que quand je passe sur des activités de conversation pure, j'ai un petit blocage au niveau de l'oralisation directe. C'est-à-dire que si c'est pas mis à l'écrit avant, ils ont beaucoup de mal à sortir ce qu'ils ont dans la tête. Et je me demandais si ici, moi, j'aurais pas cette approche de me dire, essayez déjà de la faire sans écrire, même si vous oubliez en fait ce que vous avez dit, c'est pas grave. Ou voilà, essayez de le faire sans écrire et après on peut passer à l'écrit. Mais je pense qu'une oralisation directe, encore plus imparfaite que la production écrite qui découlerait par la suite, serait intéressant à essayer. Après, moi, je sais que là, tout à l'heure, c'était quoi? C'était Litsume, c'est Meka. l'université. Litsumeika. Apparemment, il y a des classes entre 30 et 40 personnes, c'est ça? Non, non, pas jusqu'à 40, mais 30, Bah, oui. 30, d'accord. Alors que moi, je suis censé l'utiliser dans des classes de une douzaine de personnes. Donc l'approche aussi est pas, voilà, possible et pas la même. Voilà, c'était cette petite remarque. Non, bah c'est super, en fait, c'est bien parce que le manuel essaye de. En fait, le passage à l'écrit, l'idée, c'est aussi de rassurer un peu les étudiants, hein, pour être franc. Par rapport à leur niveau, l'oralisation directe, c'est un peu compliqué quand même pour beaucoup d'étudiants. Donc, un passage à l'écrit, c'est rassurant. Et par ailleurs, il y a quand même l'idée de les faire progresser en expression écrite, même Ah, au sein d'accord, du manuel. Et d'accord. franchement, ça fonctionne pas mal. Parce que, si vous voulez, et c'est par rapport à l'ordre dont parlait Brigitte, bon, bah, c'est moi qui l'ai fait, donc je pense que l'ordre est absolument parfait, mais je comprends tout à fait qu'on puisse dire, bah non, je vais faire cette leçon, etc. Mais quand même, ça a été pensé. Et l'idée, c'est d'amener progressivement des choses. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les étudiants puissent réutiliser en fait ce qu'ils ont appris dans les leçons d'avant, dans les activités notamment créatives, notamment le vocabulaire. Donc par exemple, on a une activité de description de tableau qui vient en fin de premier semestre, enfin si vous faites une leçon par semaine, et
Avant, on a appris à décrire des personnes, à décrire des objets, à décrire des lieux. Et donc, la leçon sur les tableaux vient parachever en fait tout ça. Puisque finalement, d'un coup, sur les tableaux, vous avez tout. Vous avez des personnes, vous avez des objets, vous avez des animaux, vous avez des pièces, etc., etc. Donc, il y a quand même une logique de progression. Euh, Est-ce que juste pour rebondir, est-ce que ce serait le moment? Ou est-ce que non, je parle trop? Simon, et Ouais, juste vas-y. pour parler de la question de l'écrit aussi, hein, ce que Kevin n'avait pas saisi, c'était que tu recommandais de ne pas utiliser de dictionnaire. Ah oui. Et Ouais, donc, ça fait une différence fondamentale parce qu'en général, quand on fait des activités d'écriture, hein, même collective, et qu'on peut utiliser le dictionnaire, effectivement, on cherche la perfection parce qu'on va chercher la meilleure expression, etc., etc. Mais ouais, quand on n'a pas de dictionnaire, on est obligé de se débrouiller avec les mots qu'on a. Donc, ça change complètement la donne, en fait. ouais. Je vais le faire maintenant parce que comme ça, je pense que même pour les autres questions et les autres retours, je pense que c'est important. Donc là, c'est la leçon 10 en fait. C'est juste sur l'ordre de progression des leçons de conversation, qui sont les leçons un peu turquoises comme ça. Euh, la façon dont je le fais, et c'est lié à ce que tu viens de dire, hein, Bruno. En fait, ici, vous avez des questions qui vont être traitées dans le cours. Donc ici, la question centrale, c'est pourquoi cet objet est important pour toi. Donc moi, ce que j'aime bien faire là, au début, c'est juste de leur parler du thème, parce qu'il y a toute une dimension pragmatique dans le manuel, de leur apprendre à converser avec des Français et à dire des choses intéressantes et à apprendre à parler avec des étrangers d'une certaine façon. D'ailleurs, vous avez un point culturel des conseils pour mieux converser dans chaque leçon en français et en japonais qui ont ce rôle-là. Donc j'aime bien traiter du thème. Donc par exemple ici, je vais leur dire, ben, regardez, parfois vous allez avoir un omamori dans votre trousse et vous parlez avec un Français, je ne sais pas, vous êtes en échange. Et ben, ça peut être intéressant de lui expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi vous avez ce omamori. Donc ça leur permet de se projeter un peu dans la conversation, de voir pourquoi c'est important de travailler. Et ensuite, on fait d'exercices de préparer. Une fois que. Donc, oui, donc je leur ai expliqué, excusez-moi. Ensuite, je leur fais lire en fait le petit texte modèle. Donc, il y a quand même un petit texte modèle. Et on voit un peu le vocabulaire avec eux, tranquillement, pour les mettre en jambe un peu. Et l'idée, c'est que à la fin, ils vont devoir faire une conversation libre sur ce thème. Mais comme c'est difficile, je commence par l'activité préparatoire. Donc, pourquoi ça passe par l'écrit? Donc, c'est juste pour répondre à votre question. Pourquoi ça passe par l'écrit? Parce que c'est le moment où ils vont pouvoir ensemble écrire un texte. Parce que s'ils doivent préparer ce qu'ils veulent dire tout seuls, en fait, c'est un peu difficile. Là, si c'est commun, ils vont pouvoir réfléchir ensemble, retrouver le vocabulaire, retrouver la grammaire, faire des fautes aussi, et écrire ensemble un texte qui ressemble en fait au texte qu'ils vont devoir écrire pour eux. Une fois qu'ils ont écrit ce texte, donc je corrige avec eux, on en discute des différentes productions, etc. Et tous les conseils que je donne, en fait, reprennent en partie les points de grammaire qui sont ici, mais il y a aussi d'autres points de grammaire ou du vocabulaire qui va émerger en fait des propositions de chaque groupe que je vais noter au tableau. Et mon idée, c'est que tout ce qu'on va produire ensemble, tout ce que j'ai noté, ils vont pouvoir le réutiliser ensuite, donc ça c'est l'étape d'après, lorsqu'ils vont écrire leur propre réponse en fait. C'est-à-dire que, donc ici je sais que c'est au début de la page, c'est un peu trompeur, mais l'idée c'est qu'ils vont écrire, préparer leur réponse après. Et ça, ils vont le faire tout seuls. Mais le fait d'avoir eu un passage à l'écrit par groupe et d'avoir comme ça au tableau du vocabulaire, de la grammaire qui vont pouvoir remobiliser, ça va les aider en fait à canaliser ce qu'ils vont écrire. Ils vont se préparer. Et une fois que chacun a préparé son petit texte, je les mets par groupe, donc ça correspond ici à parler. Donc par quatre, ils doivent discuter sur le thème et prendre des notes sur les réponses des autres. Et là, cette oralisation, elle va se faire différemment selon les groupes. Si vous avez des élèves assez disserts, hein, d'un bon niveau, ils vont à improviser plus ou moins par rapport à ce qu'ils ont écrit. Quand vous avez des classes avec un niveau plus bas, souvent ils vont se contenter de lire un petit peu ce qu'ils ont écrit. Mais petit à petit, le manuel va leur apprendre à poser des questions, par exemple, aux autres. Et petit à petit, ils vont arriver à casser ce rythme d'oralisation pure de ce qu'ils ont écrit pour peu à peu s'exprimer. Donc ça, c'est la logique de ces leçons de conversation. C'est une leçon sur deux. Et ça fonctionne bien comme ça. Mais en fait, vous voyez, il y a trois étapes, en fait. Il y a un travail par groupe, production commune, un travail personnel d'écriture et ensuite une oralisation.
Est-ce que vous avez d'autres retours? Je ne vais peut-être pas vous embêter avec groupe 2, groupe 3, mais qui veut prendre la parole, il y a pas de problème. Ou peut-être on peut passer au groupe 2, mais voilà, si vous avez des remarques ou des retours d'expérience. Dans notre groupe, j'avais bien aimé, Saki avait proposé, enfin, parlait de ses cours et qu'elle disait que pour toute la phase correction, elle utilisait Google Slides. Saki, tu peux nous en parler un peu plus? Oui, en fait, moi, personnellement, j'ai pas d'expérience avec moi, communication à deux, mais je fais des activités similaires à la rédaction d'un texte en groupe ou bien en binôme et tout. Et lors de cette activité, moi, j'utilise Google Slides. Et les étudiants, ils écrivent quand même à la main et sur leur cahier, mais je demande à un étudiant ou une étudiante de rédiger le même texte dans une diapo. Et comme ça, j'affiche tout de suite après et on fait une correction ensemble. Et comme Google Slides, il y a une autocorrection, donc on voit tout de suite des fautes, puisqu'il y a une souligne rouge. Donc on voit tout de suite et on peut discuter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une alternative, l'autre vocabulaire? Donc, je discute avec les étudiants. Donc voilà, comme ça, j'utilise Google Slides. Mais d'abord, le- écrire à la main et puis après, l'étape suivante, c'est Google Slides. Voilà. C'est très intéressant et justement, ça montre qu'il y a des alternatives par rapport à ces activités créatives sur les façons de travailler. Euh, Moi, la logique, comme c'est un manuel de communication, et c'est intéressant par rapport à ton expérience, Saki, parce que euh, quand je corrige, en fait, je corrige pas tout. Donc, je suis même loin de corriger tout. Donc, si je mettais dans Google Slides et que c'était souligné, en fait, ça nous obligerait à passer plus de temps dessus. Ça transformerait l'activité en activité de correction de rédaction. Mais ce qui n'est pas un problème, hein. C'est pas du tout une critique, hein. C'est juste que l'objectif Oui. des leçons n'est pas le même, mais c'est vrai que le manuel peut être utilisé comme ça. Donc, la technique que tu utilises peut tout à fait être adaptée au manuel. Mais pourquoi on ne corrige pas tout? En fait, il y a un problème de temps. Donc là, ça revient à ce que disait Brigitte, c'est-à-dire que si la correction des productions est trop longue, en fait, le problème, c'est que on va passer notre temps là-dessus et l'oralisation, en fait, n'aura pas le temps de se faire. Donc là, ça revient à ce que dit, à ce qu'a dit Kevin, en fait. C'est-à-dire que si on va avoir le temps de l'oral, on est obligé de passer vite. Moi, ce que j'aime bien faire quand je corrige avec eux, c'est que je corrige que des points. Alors, ça, c'est vraiment une question de sensibilité de chacun, mais les points qui me paraissent importants. C'est pas forcément les plus grosses fautes, en fait. C'est des fautes dont j'ai envie de parler dans le cadre de cette leçon parce que je sais qu'ils vont répéter. Par exemple, là, sur les objets, il y a tout un truc sur le passé. Donc, par exemple, quand j'étais enfant, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, et souvent, ils vont se tromper de temps. Donc là, c'est le moment de leur dire, ben, regardez, ça, c'est important. Donc, il y a un groupe qui va se tromper, ça, c'est systématique. Donc, je vais reprendre cette faute-là parce qu'elle est pertinente, en fait, dans le cadre de cette leçon. Et une des choses qui est un peu particulière à ma façon de faire, mais c'est un peu ma mentalité, et je sais que tous les profs ne sont pas d'accord là-dessus, c'est que donc ils écrivent sur leur cahier, mais en fait, je ne corrige pas leur cahier. Donc je sais qu'il y a des fautes qui restent. Parce que je leur demande de lire à l'oral ce qu'ils ont fait. Donc je leur dis, voilà, groupe 1, qu'est-ce que vous avez écrit? Il y a quelqu'un qui va lire, et je vais corriger au tableau, donc une ou deux fautes. Mais en fait, il y a plein de fautes que je n'ai pas vues, les pluriels, les féminins, et il y a des fautes que j'entends, mais que je ne vais même pas corriger à l'oral. Et je sais que parfois, mais je pense que c'est important en fait pour la dynamique du groupe de ne pas les surcharger dans le cadre de cette leçon, encore une fois, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas corriger dans le cadre d'un travail rédactionnel. Mais là c'est intéressant justement de ne pas corriger les erreurs qui n'ont pas d'impact à l'oral. C'est-à-dire que quand ils ont écrit j'étais enfant, peut-être c'est E accent aigu, TE accent aigu, mais en fait ça n'a pas d'impact réel. Donc là je suis assez d'accord là-dessus au final. C'est quelque chose auquel j'ai jamais pensé. Je viens d'y penser maintenant. Mhm. Mais effectivement, effectivement. Alors, si je peux me permettre pour rebondir là-dessus, Simon, c'est en tant que prof, on doit vraiment dans nos séquences pédagogiques
faire une distinction très claire de quand on travaille sur la fluidité de la langue Hmm. et quand on travaille sur la précision de la langue. Parce qu'en fait, c'est des processus cérébraux qui sont distincts. Et il faut éviter de mélanger les deux, en fait. Donc, il y a des moments où on est en train de travailler la facilité, la dynamique. Tu utilisais le mot dynamique. Et puis, il y a d'autres moments où on va regarder deux, trois points et les travailler. C'est tout à fait vrai et je pense qu'il y a quelque chose dans les activités créatives, donc au centre du manuel. Donc, par exemple, celle-ci de Cendrillon, pour moi, est un bon exemple parce qu'elle paraît extrêmement dure. Je pense que si vous dites à des profs bah, que je vais faire ça avec des classes de deuxième année, vous pouvez vous dire, mais c'est super dur. En fait, c'est super dur si vous attendez quelque chose de parfait. Mais moi, j'ai des étudiants, par exemple, avec des classes où ils n'ont même pas le niveau pour mettre les phrases au passé, ils vont mettre des phrases au présent. Et en fait, c'est pas très grave, hein. S'ils m'écrivent, ils doivent parler à la place de Cendrillon, donc ils disent j'aime le prince, mais j'aime cette chaussure, et qu'ils me font des phrases comme ça, en fait, pour moi, c'est valide. C'est-à-dire que le but, c'est pas de les pousser à une espèce de perfection, en fait. C'est juste en fait, de les forcer à produire des choses. Je pense que c'est ça qui est important. Et même si ce qu'ils produisent est un peu... voilà, il y a plein d'erreurs, etc. Ils ont produit quelque chose, c'est intelligible, et ils ont pu dire quelque chose. Et quand ils comprennent, en fait, qu'ils peuvent utiliser la langue pour dire des choses, en fait, ça les détend. Et par rapport au dictionnaire sur lequel m'avait lancé Bruno Vagneux, bon, ça c'est un vieux cheval de bataille, mais bon, moi j'aime bien leur faire faire ces exercices sans dictionnaire en fait. Parce que le problème c'est quand ils utilisent les dictionnaires, ils vont en fait, ils vont imaginer la phrase en japonais et ils vont essayer de traduire. Quand on leur interdit le dictionnaire, ils vont être obligés d'utiliser le vocabulaire qu'ils connaissent déjà. Et si leur vocabulaire est très pauvre, eh ben, ils vont dire des choses qui sont pauvres. Mais en fait, c'est pas très grave pour moi. Et c'est pour ça aussi que c'est important de bien noter du vocabulaire au tableau, parce que par contre, il faut qu'ils s'habituent à apprendre le vocabulaire qui est généré par les groupes. Donc pour ça, moi, je fais des tests de vocabulaire au début de chaque groupe, dans lequel il y a le vocabulaire des leçons, mais il y a surtout le vocabulaire que j'ai noté au tableau. Donc tout le vocabulaire qui est noté au tableau doit être appris. Et je note pas tout, mais je note le vocabulaire qui justement pourra être utilisé. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'ils, enfin, en tout cas dans mes classes, ils s'y habituent à ça. Et ils comprennent que s'ils font l'effort de mémoriser le vocabulaire, à l'activité d'après, eh ben, en fait, ils pourront le réutiliser. Et c'est pour ça aussi que c'est important de bien choisir les mots que vous leur faites apprendre, de pas, enfin, voilà, de laisser tomber des mots qui peuvent être un peu trop spécifiques. Mais voilà, un mot comme, je sais pas moi, chaussure, par exemple, chaussure de verre, ben, chaussure, c'est un mot important, par exemple. Bon, c'est un exemple un peu bateau, mais je pense que c'est important de créer cette dynamique et de les décomplexer en fait par rapport à leur production. Allez-y, hein, Simon, tu vas sans doute en parler la semaine prochaine, donc si c'est le cas, ne réponds pas aujourd'hui parce que ça va peut-être pas avoir d'intérêt, mais justement là, tu viens de parler d'évaluation, tu les notes sur ces tests de vocabulaire. Ouais. Oui, mais est-ce que ces activités font, euh, comment dire, est-ce que tu te sers de ces activités pour les noter aussi? Oui, Ça alors, fait office euh, de parfois d'évaluation? Il y a, je veux dire, alors, est-ce qu'il y a des activités notées? pas pendant le cours, mais les examens, attendez, parce que je voulais vous en parler. Ça, c'est ma fiche de vocabulaire que j'utilise. Vous voyez là mon écran avec, Oui, oui, on ok. voit. Donc là, c'est les fiches de vocabulaire. Donc au début de chaque cours, chaque case, en fait, au début de chaque cours, je les interroge sur 5 mots pris au hasard parmi les mots de la semaine précédente. Et ils doivent écrire sur la feuille, en fait. Donc chaque semaine, test 1, test 2, test 3, test 4. Et je corrige pendant le cours, en fait. Pendant qu'ils font les activités, comme j'ai un peu de temps, je corrige les feuilles. Et au début de chaque cours, je leur redistribue les feuilles. Donc, ça, je vous dis juste ça en passant, mais ça, c'est des exemples de tests que j'ai fait avec mes étudiants. En fait, vous voyez à gauche, ça c'était au second semestre, il y a une leçon sur les comptes. On a écrit ensemble un compte en cours. Et ben, le test, c'est qu'ils doivent écrire un compte en utilisant les images que vous voyez ici. Donc, si vous voulez, les tests, je fais 2 tests par semestre, ce sont des tests d'expression écrite et orale, puisque donc ils ont un test à l'écrit et à l'oral, je reprends les thèmes de conversation qu'on a fait et je discute avec eux sur ces thèmes. Donc là, par exemple, au premier semestre, je peux leur dire, ben, tiens, est-ce qu'il y a un objet qui est important pour toi? Et puis on engrange une conversation là-dessus. Donc, si vous voulez, les tests que je fais avec eux
reprennent le contenu et les thèmes des activités créatives. Mais je leur donne jamais une rédaction telle quelle, par exemple. Je ne vais pas leur demander, par exemple, sur Cendrillon, je ne vais pas leur demander de répéter ce qu'ils ont écrit en cours. Et Mais ce c'est serait possible. individuel. Ah bah là, c'est individuel, oui, par contre. D'accord, d'accord. Sans dictionnaire toujours, hein. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, d'accord. Oui. Le dictionnaire, je le tolère dans les sons de conversation lorsqu'ils doivent écrire sur eux-mêmes. Je leur dis s'il y a vraiment un mot, voilà, je sais pas, ils veulent dire qu'il y a un objet, je sais pas moi, une enclume par exemple, et qu'ils savent pas dire une enclume, ben dans ce cas-là, mais je leur dis, je préfère qu'ils me demandent en fait. Mais bon, je tolère le dictionnaire. Mais sinon, D'accord. Toi aussi, tu fais office de dictionnaire humain. bah oui, mais je leur dis Oui, souvent je que leur dis c'est plus aussi fiable pareil. que leur dictionnaire. Pareil, pareil. Ça évite de dire je suis très intime avec mon frère pour Nakavai, n'est-ce pas? Je pense que j'utiliserai cette expression. Dictionnaire humain. Utilisez-moi. N'est-ce pas? Moi, je leur dis je suis un dico humain. Gratuit en plus. Ouais, je pense qu'à un moment, dans tes conseils de pragmatique, Simon, tu dis que justement, dans une conversation, quand on demande à quelqu'un, et tiens, comment on dit ça, etc., ça fait partie de la conversation quelque part. Ça peut être. Oui, dans le manuel, il y a beaucoup d'activités de description de mots. Enfin, je ne sais jamais trop comment. Enfin, on apprend à expliquer des mots qu'on ne connaît pas. Oui, ça fait partie du gros du travail du premier semestre, d'apprendre à décrire et à expliquer les choses et apprendre voilà, à s'exprimer sans dictionnaire, en fait, à pouvoir dire, essayer de dire le mieux possible ce qu'on a envie de dire et accepter parfois qu'on ne peut pas dire exactement ce qu'on aurait aimé dire. Et c'est vrai que parfois, les étudiants doivent apprendre à faire le deuil, en fait, le deuil de ce qu'ils auraient aimé dire, mais qu'ils ne peuvent pas dire. Et je sais il y a une dimension psychologique, et j'aime bien en parler avec eux. Personnellement, il y a des conseils hein, dans chaque leçon par rapport à la conversation. Et ces thèmes-là dont je suis en train de vous parler, ils sont traités. La question on ne peut pas faire un énoncé parfait dans une langue étrangère, c'est écrit en français et en japonais. Sincèrement, à chaque fois que j'en parle avec mes étudiants, ça les intéresse en fait. Je veux dire, les étudiants quand même qui apprennent une langue étrangère, parler avec eux, qu'est-ce que c'est que de parler une langue étrangère? Quelles sont les différences? Eh ben, c'est une conversation, alors que je fais en japonais, hein, parce qu'en français, ce serait un peu compliqué, mais j'ai vraiment l'impression que ça les intéresse. Et je leur dis aussi qu'ils sont en prison et que le but de progresser, c'est le prison break. Je leur explique ça. Je leur dis, vous êtes en prison pour l'instant. Et ils comprennent. Du coup, ils disent, ah, je peux pas sortir. Et je leur dis, les mots sortent, tout sort pas. Faut passer par les barreaux, quoi. Au début, C'est ça, il y a une scier frustration, les et petit à il faut petit, quoi. accepter, ouais. Ouais, C'est non, c'est ça. vrai. Et c'est super dur pour eux, hein. Je les vois, je sais pas. Mais Peut-être, je sais pas, le groupe 3. Enfin, tout le monde, vraiment, je vous invite tous à prendre la parole, hein. N'hésitez pas mais je me dis peut-être que le groupe 3, j'ai l'impression que personne ne s'est exprimé encore dans le troisième groupe, si je sais pas, vous avez. C'était nous le troisième groupe? Je sais Oui. pas. Oui. Ouais. Bah, je sais pas, Garance, si elle Oui. a pris des notes, je crois. Oui. Ce qui est beaucoup ressorti de notre conversation, c'était justement les expériences de Monsieur Lopez et Monsieur Jacquetin, qui nous ont expliqué que c'était important Yoshu et Fukushu, c'est-à-dire préparer la leçon d'avant, mais aussi la leçon d'après, et peut-être justement le vocabulaire, le travailler en amont, parce qu'après, c'est peut-être une surcharge cognitive pour eux quand on fait tout d'un seul coup. Ce qui était ressorti aussi, c'était les tests, donc par rapport au vocabulaire, les tester régulièrement. Et ce qui était intéressant aussi, c'était pour le choix des groupes. Utiliser des cartes ou quelque chose pour faire en sorte que ce soit vraiment aléatoire pour les étudiants. Voilà. Euh, et ah oui, l'application. Alors, moi, c'est une application que je ne connais pas, donc je peux vous laisser la parole vis-à-vis de ça. Mais Flip, voilà, je ne connais pas cette application, mais l'utilisation de Flip aussi pour. Je ne l'ai pas non plus, mais ça Ouais. sonne, ça sonne ça moderne. s'écrit comment? FLIP. Ah, d'accord.
Voilà. Mais c'est Emmanuel qui parlait du fait que, hein, Emmanuel, toi, tu filmes les activités en cours. Non, j'ai la chance d'avoir des classes, j'ai la chance d'avoir peu d'étudiants en fait. Je dois avoir quoi, 12, 14 étudiants si j'en ai 15, c'est déjà énorme. Donc ce que je fais, c'est lors de la production orale, je filme mes étudiants. Et pour ne pas que les autres étudiants s'endorment, parce que c'est jamais très intéressant d'entendre 4 fois la même chose, je fais également un petit test de compréhension orale. Par exemple, s'il y a marqué j'habite à Paris, il faut marquer il habite à Paris, je viens de Bordeaux, il faut marquer il vient de Bordeaux. Voilà, donc je filme mes étudiants, ce qui est possible en petits groupes par exemple. Mais Bruno complétait. Bruno Jacta complétait. Pour les classes à grand effectif, comme on ne peut pas faire passer tout le monde à la suite, ça prend trop de temps, c'est trop chronophage. Il vaut mieux le mettre sur Flip et les étudiants se regardent tranquillement chez eux et se commentent entre eux, par exemple. Ah, d'accord, donc tu filmes et tu mets sur Flip et ensuite les étudiants peuvent regarder. Oui, et répondre aux questions de l'examen oral. Enfin, c'est un examen de compréhension orale, en fait. Soit dit en passant, Simon, si je peux rebondir, je trouve que tes questions de compréhension orale sont un petit peu, les exercices de compréhension orale du manuel sont un peu Bien. Ouais. ambitieuses. Il y a du vocabulaire que l'on n'a pas vu en cours. Je me rappelle avoir fait on avait vu en cours carte de crédit, carte de fidélité, Les et dans cartes bleues. l'expression orale, il y a marqué carte bleue. Je Et sais, la faute. mes étudiants m'ont dit, mais monsieur Lopez, comment vous voulez que l'on invente carte bleue? Je leur ai dit, bah, je demanderai à monsieur Cervera, on le rencontrerait. Non, Ils il y a connaissent des l'adjectif problèmes. bleu, hein? Non, non, mais alors, sur les exercices, bon, c'est un peu en dehors de ce dont on parle maintenant, mais clairement, il y a les exercices de compréhension orale sont pas tous, mais il y en a pas mal qui sont un peu trop durs. Et notamment le fait de mettre du vocabulaire qui est pas dans la leçon, c'est pas normal. Ça va être corrigé un jour. Voilà, c'est un peu l'idée. On va vraiment simplifier. Je pense que mon idée un peu naïve à ce moment-là, c'était d'essayer de les confronter un petit peu à essayer de deviner justement les mots, etc. autour de carte bleue, mais je suis d'accord qu'en fait, c'est trop ambitieux. Donc, il y a des endroits où on a mis du vocabulaire en plus sur le manuel, mais n'hésitez pas à leur donner, je veux dire en avance, quand vous le faites, de dire, bah, regardez, il y a carte bleue, mais en fait, c'est carte de crédit avant qu'on corrige tout ça, parce que c'est vrai que ça alourdit en fait un exercice. Mais l'exercice d'écoute, par ailleurs, en fait, c'est important, par contre, je pense, de les obliger à... Parce que l'exercice d'écoute reprennent le thème de la leçon, et c'est bien qu'ils puissent voilà, écouter. Que- Tout à fait. Et j'aurais dû prendre des notes, mais sur... le vocabulaire, moi je pense vraiment que c'est essentiel de les interroger au début de chaque cours sur le vocabulaire. Et moi je le vois, quel que soit le niveau des classes, même si vous avez des étudiants motivés, s'il n'y a pas d'examen, ils font pas le même effort que quand il y a un petit examen au début. Et même ceux qui travaillent pas très bien, je les vois au début de cours, ils vont vite réviser. Bon, dans MC1, c'est déjà le cas, donc vous y êtes habitués. Moi, je pense que la seule différence avec MC2, c'est vraiment aussi de les interroger sur le vocabulaire qui est mis au tableau, parce que il faut qu'ils se rendent compte que ce qu'ils produisent a de l'importance. Parce que je pense qu'un des défauts, c'est que avec les activités créatives, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent, ah, mais c'est pas dans le manuel, en fait. Donc, en fait, ce qu'on fait n'a pas d'importance. Ce que disent les autres groupes n'a pas d'importance. Et le fait de les interroger dessus, ça les oblige à se dire, ah, mais non, en fait, ça a de l'importance. Et la vidéo que tu utilises pour Flip, pour moi, c'est le même rôle, en fait. De dire, bah, regardez, en fait, ce que font les autres a de l'importance et vous allez être interrogé dessus. Et une fois qu'ils ont compris ça, bah, ils font l'effort et je pense qu'ils progressent. Simon, je rebondis là-dessus à propos du vocabulaire. Il y a Yulika qui avait, je ne sais pas si Yulika, vous voulez nous partager ce que vous nous avez dit là sur le vocabulaire au tableau. J'avais trouvé ça intéressant. Oui, quand je demande aux étudiants de d'écrire un texte, euh, le plus gros problème, c'est le vocabulaire, bien sûr. Donc, je demande à mes étudiants, généralement, ils sont qu'une dizaine ou une quinzaine dans la classe, donc je peux le faire. Je leur dis, allez au tableau. Donc, ils se précipitent tous au tableau. Je sépare le tableau en deux et je leur dis, par exemple, sur le thème de Cendrillon,
quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit et ils l'écrivent, ils s'entraident. Donc, quelquefois, il y a des fautes et je leur dis, quand il y a un mot qui est déjà sorti, vous ne le remettez pas. Donc, chaque fois, ça sera un mot nouveau. Et puis, la partie de droite, je leur dis quels sont les verbes par rapport à Cendrillon qui vous viennent à l'esprit. Et à ce moment-là, ils mettent les verbes. Et pourquoi je sépare en deux? Parce qu'il y a toujours le problème de la conjugaison qui se pose. Et je veux vérifier qu'ils savent conjuguer, je ne sais pas, à la troisième personne du singulier ou à la première personne du singulier, par exemple. Et donc, comme ça, ils voient le tableau. Je leur dis, bon, vous pouvez photographier ou vous pouvez recopier. Et ensuite, vous produisez le texte. Comme ça, ils peuvent réutiliser tous les mots, tous les verbes qui ont été vus au début du cours. Voilà, c'est comme ça que je fais pour les cours d'expression Et écrits. c'est tous les étudiants au tableau? Oui, mais ils sont qu'une dizaine, hein, donc c'est vrai que c'est possible, mais ils y vont et puis après il y en a qui attendent et puis ceux qui attendent regardent et puis ils disent ah là c'est peut-être au masculin ou ça s'écrit pas comme ça. Enfin donc il y a un travail qui se fait finalement en groupe et tout le monde est actif. Mais c'est vrai que c'est possible parce que il y a que 10 ou 15 étudiants, hein. Je pense qu'avec 20 déjà ça fait un peu trop. Bah, dans une grosse classe, avec un Jamboard, ça peut fonctionner, hein. S'il y a des PC ou leur téléphone portable, ils peuvent écrire depuis le téléphone dessus. Donc, et là, il n'y a pas ce problème d'avoir besoin de prendre une photo ou quoi. Soit ils le screenshot, soit ils gardent le fichier. Mais j'ai déjà fait sur des gros groupes de 20 le Jamboard et ça fonctionne, hein. Je pense que Je note. c'est très intéressant et en fait, c'est un peu l'idée de ce qu'ils sont censés faire dans les groupes quand ils écrivent ensemble. Mais le fait de le faire ensemble avec un regard du professeur, moi, je trouve ça intéressant. Et ce que disaient de façon générale Bruno et Emmanuel sur le fait de préparer les leçons, je pense que c'est tout à fait viable. Moi, en fait, j'aime pas faire ça, mais c'est mon goût à moi de prof, en fait. Donc, je veux pas dire que c'est pas une bonne idée ou quoi que ce soit, parce que je pense en effet que ça peut fonctionner. Je sais que Bruno Vagneux aussi aimait bien faire ça dans ses classes. Moi, je préfère qu'ils soient confrontés au mur, qu'ils se rendent compte qu'ils connaissent pas les mots et qu'ils réfléchissent ensemble, en fait. Mais j'aime bien inverser les choses, mais c'est vraiment mon goût et il faut pas vous laisser influencer par moi. Voilà, c'est juste mon petit goût à moi. Mais c'est le fait de préparer en amont, je pense que ça peut être en effet très, très efficace et très intéressant. Sur la gestion de groupe, il y avait Jean-François qui nous disait pour éviter que, par exemple, dans des productions écrites, des fois, ça peut un peu plomber. Et Jean-François, tu nous avais dit que toi, tu pensais peut-être fractionner. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Je trouvais ça très intéressant. Le coupé décalé. Non, non, on parlait juste des activités créatives. Comme j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser le manuel, je pensais aux activités créatives que j'avais pu faire précédemment. Et c'est vrai qu'en général, j'évite de laisser travailler trop longtemps sur des activités. C'est intéressant de les faire travailler en commun, bien sûr. Les mises en commun, c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai que je fais ça en plusieurs étapes. Quand je leur fais des activités créatives comme ça, une première entrée en matière où je leur laisse 5 minutes maximum pour une première mise en commun. On s'arrête au bout de 5 minutes, même si ils ne sont pas très avancés. On fait une première mise en commun parce qu'il y en a toujours la moitié qui n'ont pas encore bien compris ce qu'il fallait faire de toute façon. Donc, ça aide déjà. Et à mon avis, des petites étapes comme ça facilite les choses. C'était mon impression sur ce genre d'activité, monsieur. Non, non, mais Jean-François, tu as tout à fait raison. Et en fait, les leçons du manuel, donc je l'ai évoqué rapidement, mais donc vous avez une activité principale, vous avez des activités préparatoires. C'est un peu la logique en fait des activités Ouais. préparatoires. Et là, c'est vrai que sur Cendrillon, c'est un bloc. Mais généralement, en fait, il y a plusieurs questions. Et je pense que tu as tout à fait raison. Il vaut mieux poser la première question, corriger une première fois, Mm. parce qu'ils vont pouvoir se reposer sur ce que tu as expliqué pour pouvoir s'améliorer sur la Ouais. deuxième et la troisième. Alors voilà, justement, je voulais te demander, mais tu as en partie répondu déjà à la question. Quand tu disais que tu passes, enfin, qu'après avoir fait travailler, tu corriges, euh, en fait, tu leur demandes de lire, à une personne de lire pour toute la classe, et toi, tu reprends au fur et à mesure, en fait. Donc, chaque groupe va lire devant la classe, et donc il y a une correction, et après, tu leur laisses encore
tu les fais travailler une deuxième fois après la correction pour qu'ils puissent éventuellement améliorer leur Non, texte? Non. non, parce qu'on passe à l'activité Mhm. suivante pour des D'accord, d'accord. Mhm. activités principales, en fait. Ok. Moi, ce que j'aime bien, alors, je sais que je suis un peu obsessionnel avec l'histoire des groupes, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est important. Mais Mhm. la façon dont je fais les groupes, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le savent, parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est que donc je donne des numéros, en fait. Donc, si j'ai 21 étudiants et que je dois faire donc 6 groupes de 4, donc certains sont de 3, je les prends un par un, 2, 3, 4, je leur attribue des numéros. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'il y a ces groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais le tour de la classe. Et ensuite, je demande aux 1 de se mettre ensemble, les 2 ensemble, les 3 ensemble, les 4 ensemble. Et en fait, ça a deux avantages. Déjà, ils ont un numéro de groupe. Donc moi, ce que j'aime bien quand je corrige, c'est que je dis groupe 1, qu'est-ce que vous avez fait? Et je n'interroge pas nominalement une personne. Et j'aime bien parce qu'il y a quelque chose où ils vont se regarder un peu en chien de faïence et il y en a un qui va se lancer. Et en fait, j'aime bien cette dynamique. Et je trouve que c'est assez sain en fait. Et comme on fait plusieurs exercices, généralement, ils tournent entre eux. Et j'aime bien qu'ils s'organisent en fait. Les laisser autonomes dans la façon de gérer le stress d'être interrogé. Et ça évite d'interroger quelqu'un qui est bloqué en fait, par exemple. Parce qu'il y en a un qui se dévoue. Et l'autre avantage qui est très important, c'est que la façon dont je fais mes groupes, ça fait que les étudiants qui sont à côté sont jamais ensemble. Et donc, les gens qui se connaissent ne sont pas ensemble, et les bons ne sont pas ensemble, et les mauvais ne sont pas ensemble. Et en fait, ce système des chiffres, ça fait naturellement des groupes qui sont extrêmement équilibrés, puisque vous avez des gens dans des zones différentes qui vont se retrouver ensemble. C'est vraiment magique. Moi, depuis que je fais comme ça, je fais plus de cartes, de machin, parce que je trouve que ça marche super bien. Et je ne veux pas décider à leur place et équilibrer les groupes, parce que je pense que c'est important qu'ils sachent que c'est aléatoire. Je pense que ça les rassure aussi de se dire, ah, il m'a pas mis avec machin parce que je sais pas quoi. Enfin, parfois, il y a toujours des histoires dans les classes. Donc, c'est ma petite parenthèse groupe. Mhm. Une question, ce n'est pas toujours le plus fort qui prend la parole dans le groupe? Non. Non, ça, c'est la magie du Japon. Je sais pas comment ils décident, mais c'est assez mystérieux. Franchement, moi, dans mon expérience, c'est que ça dépend en fait. Il y a des dynamiques qui se font dans le groupe. Et je sais en tout cas ce qui n'arrive. Généralement, ceux qui sont meilleurs, par exemple, bien entendu, ils vont proposer plus lorsqu'ils travaillent par groupe. Mais tout le monde participe en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est que les étudiants peu motivés, quand ils sont dans un groupe avec des gens qui ne connaissent pas, ils vont faire des efforts en fait quand même. Ils vont faire des efforts, voilà, c'est mon expérience. Et généralement, quand il faut oraliser, parfois ça peut être le plus mauvais qui a peut-être pas trop participé justement, et ben il va se dévouer, il va dire le voilà. Mais c'est mon expérience, hein, peut-être que. Et une autre question au Bien sûr. niveau de la correction d'erreurs. Mhm. Est-ce que c'est toujours le professeur qui corrige des erreurs ou il vous arrive de demander aux étudiants de corriger, de trouver et de corriger des erreurs? Je pense que c'est une technique tout à fait viable. Et je le fais dans le cadre d'un autre exercice qui, en plus, n'est pas dans le manuel, mais je commence, enfin, lors de la correction, j'aime bien leur donner en devoir un petit exercice de rédaction et que je corrige avec eux. Et là, généralement, je montre des phrases fautives sans dire qu'il a écrit et je leur demande de trouver des erreurs. Mais dans le cadre des activités du manuel, des activités créatives, je ne le fais pas, mais c'est plus une question de temps. Mais ça me paraît tout à fait viable de le faire, de demander l'autocorrection. Mais le problème, c'est que quand ils savent qui a écrit, parfois ça pose problème. Et l'avantage de faire par groupe, c'est que comme c'est des groupes, la responsabilité de ce qui est écrit aussi est partagée. Et ça j'ai l'impression que ça les libère beaucoup aussi. C'est-à-dire que même si un groupe, par exemple, va faire une erreur, comme c'est le groupe qui a fait une erreur, c'est moins grave que si c'était personnel, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Donc je pense que ce genre, ce type d'activité, ce type de correction permet de faire ce dont vous parlez, Hidé, c'est-à-dire de demander au groupe de corriger. Ça me paraît tout à fait viable de le faire. Mais on risque pas de retomber sur une correction trop exhaustive aussi? Ah non. Ça, c'est à Si... chacun de voir un peu comme il le sent. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien donc corriger très peu de choses. Donc, forcément, il vaut mieux que ce soit moi parce que je suis plus habilité à savoir ce qu'il faut corriger ou pas.
Mais si vous décidez de prendre plus de temps sur une activité, ça me paraît intéressant, ou de le faire de temps en temps aussi, peut-être sur... J'ai une autre question justement au niveau de la correction, parce qu'il y a deux choses qui interviennent. Il y a la langue dans sa structure et il y a l'oral. Oh, la prononciation, tu la corriges un peu? Ou non, tu t'en Ah, soucies pas. Ah, si, un peu la si, même chose. C'est-à-dire que d'accord. ça dépend du type d'erreurs de prononciation qui sont faites. Par contre, mais bon, là, c'est plus un conseil général, c'est qu'il faut faire attention parce que les élèves ont tendance à très mal prendre les corrections de prononciation. Et là, pour le coup, comme ils s'expriment personnellement, parfois, ça peut être un peu délicat de corriger. D'accord. Parce qu'ils Devant toute la classe, là, c'est compliqué. Et D'accord. même si ça se voit pas, parce qu'ils vont pas forcément l'exprimer, en fait, il y en a qui peuvent se vexer vraiment pour toute la vie à cause de. Donc voilà, c'est juste. Mais de C'est pour ça fait, que je pose la question, parce que pour la prononciation, moi, je les fais toujours passer avec moi. Hop, je les mets à l'écart, ils viennent. En fait, ils viennent, ils lisent dans leur coin avec moi. Donc, je peux tout leur dire. Mais j'ai jamais fait de correction de classe de prononciation. Donc, c'est pour ça que je te pose non, la non, mais question. ça peut arriver, ça dépend des étudiants, ça dépend des erreurs aussi qui sont faites. Donc, bien sûr, la prononciation fait partie de la correction. Et quand ils travaillent par groupe sur les sons de conversation où ils s'expriment de façon libre, moi, je passe très peu. Donc, je sais qu'il y a plein de fautes de prononciation aussi qui sont faites. Mais vraiment, la logique du manuel, c'est de les faire produire. En fait, il faut qu'ils D'accord, soient ok. à l'écrit, à l'oral, même si bah, voilà, il y a des choses fausses qui vont passer plein de fois en faisant ces exercices toutes les semaines, vous allez voir, enfin moi, C'est on une est prise d'habitude. En fait, tu veux leur inculquer une habitude, c'est ça? voilà, ils progressent et D'accord, à force de d'accord. produire des choses, en fait, ils vont progresser même s'il y a des fautes dedans. Voilà. Ouais, c'est normal, c'est normal, hein. Bah, pour ceux qui ont appris le japonais, je pense qu'on a tous essuyé les plâtres, hein. Donc, je- dans les autres langues aussi, mais Et d'ailleurs, il y a je quelque comprends. chose dont je voulais vous parler parce que c'est là, vous voyez, il reste une minute, hein. Il y a plein de choses dont on n'a pas eu le temps de parler, même si, bon, pour ceux qui poursuivront la semaine prochaine, on pourra en reparler. Mais en fait, aussi, un point très important, c'est que quand vous vous reposez sur ce que produisent les élèves pour leur enseigner du vocabulaire et de la grammaire et des points importants, il y a un côté un peu chaotique en fait. Mais ça va se lisser sur l'année. C'est-à-dire comme chaque semaine, on va le faire, il y a du hasard dedans, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que selon les productions, parfois il y a tel mot qui va ressortir, parfois il y a tel point sur lequel vous allez insister. Mais j'y pense parce que moi, je fais le même cours en fait avec quatre classes. C'est un hasard, mais je trouve que c'est très bien pour le manuel, c'est que j'ai quatre classes différentes, des groupes différents, avec lesquels je fais les mêmes leçons. Et parfois, il y a un truc qui sort d'une classe, je me dis, ah, ça c'est vachement intéressant, il faut que j'en parle avec l'autre groupe. Et du coup, avec l'autre groupe, je vais forcer un peu pour qu'on parle de tel point. Ça peut être un point grammatical, du vocabulaire, un point culturel. Mais comme c'est forcé, et ben en fait, ça va pas être naturel et ça va pas accrocher de la même façon que l'autre groupe. Et j'ai un peu appris à lâcher prise avec ça et me dire parfois il y a des choses intéressantes dans la leçon dont j'aurais aimé parler, mais on n'a pas le temps, ça n'a pas été possible. Bah, c'est pas grave en fait, parce que j'aurai d'autres occasions de le faire. Et je pense que c'est important pour les étudiants qu'il y ait un flow naturel et accepter que bah, parfois il y a des choses qui sont vues ou pas vues. Ben, en fait, c'est pas très important. Tant qu'ils ont produit des choses et tant qu'on leur a dit, maintenant les choses que vous avez produites, essayez au moins de retenir ça, 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 en fait. Mhm. Est-ce que on peut peut-être garder 2, 3 minutes si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, mais c'est tard, je veux surtout pas vous garder. Mais je suis d'accord sur ce phénomène d'organisme vivant, parce que à S-Mode, je bosse dans une école de mode, et justement, parfois, il y a une question qui m'a semblé super pertinente, et je l'impose. Justement, j'impose ce point, et il arrive comme un cheveu sur la soupe, et je vois que ça prend pas. Ouais. Et je me dis, une classe, c'est un organisme vivant qui vit ses propres expériences, qui fait ses propres rencontres, au même titre qu'un humain. Et je crois que bah, c'est aussi ce qui fait l'authenticité et l'intimité d'une classe, au final. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le même prof qu'on va avoir le même cours. Et ça aussi, je pense que c'est une richesse, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on n'est pas des robots, donc on peut pas. Tout à fait. Et je pense que le manuel a été pensé dès le début pour laisser beaucoup de liberté aux profs. Moi, je déteste les manuels qui transforment les profs en répétiteurs du manuel, en fait. Et j'aime bien que les profs puissent avoir leur rythme, leur façon de faire. Et voilà, autour d'activités qui soient des activités actives, en fait, pour les étudiants.
C'est très intéressant aussi de voir, il y a quelque part, il y a le lâcher-prise de s'habituer à parler, même si c'est pas parfait, et en même temps la motivation de mémoriser le vocabulaire qui va être utile pour la suite. Donc il y a un côté lâcher-prise, il y a un côté apprentissage, et ça se renforce mutuellement. C'est vraiment intéressant comme approche. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Est-ce que peut-être on peut bon, Alors, là, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été traitées, donc faut que tu nous motives pour être là la semaine prochaine, hein. Euh, Oh, Qu'est-ce que ouais. tu vas, qu'est-ce que tu as prévu de faire la semaine prochaine? Donc en fait, là, je voulais vraiment prendre le temps de parler des activités créatives parce que je pense vraiment que c'est important de comprendre la logique en fait de ce type d'activité. Et la semaine prochaine, ce que j'aimerais voir, c'est concrètement en fait prendre des exemples de leçons, de voir ensemble comment, dans telle activité, comment on peut faire, etc. Et de parler de choses plus spécifiques, notamment parce que dans le manuel, il y a certaines activités qui sont j'espère, originales et très intéressantes, mais qui, d'un point de vue organisationnel, peuvent être un peu compliquées à mettre en place, même si on a mis beaucoup d'explications dans le manuel et sur le site de chaque leçon. Mais donc, j'aimerais voir avec vous, en fait, concrètement, ben, et puis que vous puissiez parler justement que vous projetez, de vous dire, bah, tiens, telle activité, je la ferai comme ça. Et vraiment qu'on regarde ensemble, en fait, le manuel, et puis parler un peu aussi de ce qu'il y a autour, des exercices d'écoute, tout ce qu'il y a autour de ces activités et qui peuvent être aussi, je pense, intéressants d'évoquer ensemble. Ça va? Donc, la semaine prochaine, même heure, 19h30. Bah, merci beaucoup, merci à tous, hein, merci de votre patience. Voilà, Merci. Merci beaucoup. Merci n'hésitez pas si beaucoup. vous avez des Merci soucis beaucoup. avec le Merci, manuel. Simon. Merci beaucoup, merci à vous. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.